Donc, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce qu'on va explorer, c'est les grandes actualités de ces semaines. C'était des semaines un peu folles, avec l'annonce d'abord de DeepSeek R1, et puis hier, l'annonce de OpenAI O3 Mini, donc la réponse du berger à la bergère. On devait s'attendre à ce qu'il y ait une réponse de OpenAI. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous présenter d'abord toute l'équipe du lab à IA Crafters. Donc, dans le lab, notre activité, c'est qu'on teste toujours les nouveaux modèles, qu'on essaie de trouver quels sont les cas d'usage à faire avec ces modèles et principalement pour le côté professionnel. Et donc, je remercie un peu toutes les équipes du lab qui travaillent sur tous ces cas d'usage et qui continuent à explorer, exploiter. Notre guest aujourd'hui, c'est Norman Tiazi, qui est Machine Learning Engineer à Hugging Face. Merci beaucoup, Norman, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité et bonjour tout le monde. Bon. Euh, alors, cette semaine, ça a été vraiment une semaine de folie. C'était pas suffisant. DeepSeek, qui a eu toutes ces retombées, qui a égalé un petit peu ce qu'on avait comme performance avec O1 de OpenAI. O1 qui était assez cher, on le rappelle, sur le modèle ChatGPT, si on voulait accéder à O1 en illimité, on devait payer $200. Et même que OpenAI ne gagnait pas suffisamment d'argent, c'est dire que le nombre de personnes qui ont pris cet abonnement à $200 et ce n'était pas suffisant. Et puis, coup de tonnerre, DeepSeek qui annonce R1, qui est un modèle de raisonnement et qui est égal au One et qui est pas cher. Donc, on va voir toutes les performances de R1 par rapport à O1. Et comme si c'était pas suffisant, donc cette semaine, Alibaba qui annonce un nouveau modèle, Qwen 2.75 Max. Donc, on a un petit peu une question géopolitique en ce moment. Les modèles chinois sont en force, sont pas chers, sont open source. DeepSeek, le laboratoire DeepSeek vient d'annoncer aussi un nouveau modèle cette semaine, Janus Pro 7B. Donc, ce modèle, il est multimodal et va pouvoir aussi concurrencer avec tous les modèles d'OpenAI. Alors, avant, lorsqu'on préparait ce webinaire, donc on ne s'attendait pas à ce que OpenAI annonce Autry, mais on va y venir. Autry qui est sorti à peine, enfin, ces 2 jours. Et lorsqu'on va voir la comparaison entre R1 et O1, déjà en termes de coût, on voit que ici, donc on est à 0,14, 0,55 par million de tokens. On voit voilà, donc c'est limite, des fois c'est 15 fois moins cher que les modèles de OpenAI et plutôt 27 fois plus cher, c'est-à-dire les modèles OpenAI sont 27 fois plus chers en output token, donc ça c'est en input token, les tokens qu'on envoie, mais en output, en réponse, c'est 27 fois moins cher que les modèles d'OpenAI le plus performants qui étaient publics cette semaine, c'est-à-dire O1. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est les capacités de raisonnement. Et on voit dans des benchmarks de mathématiques et de code que c'est presque égalé, si ce n'est des fois dans des benchmarks supérieurs. Le modèle de DeepSeek R1 qui dépasse dans certains benchmarks OpenAI. Et puis, la réponse de OpenAI n'a pas tardé. Donc, j'imagine que, comme on a lu un petit peu partout dans l'actualité, il y a eu des war rooms chez OpenAI, des war rooms chez Meta aussi. Ils sont en train d'essayer de comprendre comment DeepSeek ont réussi à pouvoir sortir un modèle similaire et surtout pas cher. Mais OpenAI, on savait qu'ils avaient déjà dans les tiroirs O3. Et donc, cette semaine, pour rester un peu voilà, la, dans cette bataille, cette guerre entre les titans, ils ont sorti 3 modèles qui sont disponibles aujourd'hui via l'API. Donc, on a O3 Mini Low, on a O3 Mini Medium et O3 Mini High. Sam Altman a dit qu'ils ont vraiment un problème à pouvoir trouver des noms. Et on voit par rapport aux deux
enfin aux trois derniers modèles, O1 Preview, O1 et O1 Mini, que ces nouveaux modèles, pardon. Donc, ces nouveaux modèles sont déjà beaucoup moins chers, on va voir les prix, et ont des performances aussi en raisonnement qui sont vraiment très, très importantes. Aujourd'hui, sur ChatGPT, par exemple, vous pouvez d'ores et déjà commencer à utiliser O3 Mini High. Donc, c'est un peu la réponse de OpenAI à DeepSeek. En termes de coûts, si vous développez des applications avec OpenAI, donc on voit que O3 Mini est quelque chose comme 10 fois moins cher que O1. Donc encore une fois, c'est pour pouvoir concurrencer le modèle DeepSeek et rester compétitif. Et voilà, ces trois modèles sont disponibles via l'API. Alors, avant de passer aux démos, puisqu'aujourd'hui on veut voir est-ce que c'est du hype, est-ce que vraiment les modèles R1 dépassent les modèles de OpenAI, que vaut le nouveau modèle O3 de OpenAI? Je vais céder la parole à Noël pour nous éclairer un peu plus par rapport à ce sujet et partager avec nous toutes les connaissances qu'il a à ce sujet. Euh, Tout d'abord, merci, merci Smorad pour l'introduction et pour l'invitation. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran. Oui. Ouais. Donc, Non, ouais. non, non, on n'arrive pas à voir ton écran, Noël. Hmm, Euh, donc, je vais réessayer du coup. alors, Là, je réessaye. Est-ce que c'est bon maintenant? ouais, c'est bon. Ok, parfait. Donc, ouais, comme Simon l'a dit, bah, OpenAI n'ont pas tardé à répondre à DeepSeek N1 après, après toute la réponse qu'il y a eu, bah, forcément, ils devaient le faire. Et c'était quoi le résultat? Bah, c'est O3 Mini qui était déjà planifié à sortir. Ils n'ont juste pas dit la date avant. Et du coup, déjà, tout ça, c'est sorti hier, mais apparemment, ils ont encore des choses à nous offrir. Par exemple, enfin, le dernier tweet de Sam Altman, c'est qu'ils ont encore des goodies qui vont venir. Et je ne sais pas si vous avez vu le test avec Operator. Je pense que c'est là. Euh, Quelqu'un avait benchmarké, voilà, sur par exemple les benchmarks du software engineering, qui sont pour nous parmi les plus importants des benchmarks, parce que bah, c'est une des premières utilités de ces modèles. On peut voir que voilà, O1 et O1 mini sont par exemple à 35% et à 50% si on veut. O3 mini pré, O3 mini post, ils sont à 40%. Alors, ce qu'on voit en général dans tous les benchmarks, c'est qu'O3 mini n'est pas aussi fort que O1, mais il est plus rapide parce que c'est la version mini. Mais il y a un O3 mini Tools bah, qui vient d'être annoncé, qui est encore mieux que O1. Donc, à voir c'est quoi ce O3 mini Tools. Et désolé si je vais rapidement, on n'a pas assez de temps pour tout couvrir, donc j'essaie juste de donner des flashs comme ça. Et n'hésitez pas à regarder après, je pense que le live sera enregistré. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut y répondre. Donc l'autre chose qui était très 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 impressionnante, surtout pour moi, étant à Hugging Face, et Hugging Face est connu pour l'open source. Bah, déjà, OpenAI, ils ont hosté un AMA, Ask Me Anything, dans Reddit. Et une des surprises qui en est sortie, c'est Sam Altman disant euh, bah, qu'il il pense qu'il était dans le mauvais côté de l'histoire et qu'il doit revoir leur stratégie d'open source. Ça, c'est trop, trop, trop intéressant parce qu'on sait que, je sais pas, je pense à partir de Whisper, il n'y avait pas vraiment eu de grande enfin, d'open sourcing de la part d'OpenAI, peut-être leur méthode de reward modeling, mais c'était juste un papier de recherche. Et donc, il commençait à vraiment être closed. Et si vous vous rappelez, il y avait Ilya, lorsqu'ils étaient toujours à OpenAI, il avait dit que bah, il y a un très grand danger en open sourçant ce sorte d'outil, qui n'est pas totalement faux, et on va voir après pourquoi. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont opté
vers une stratégie plus closed. Euh, donc, il a dit ça comme ça, et la raison, c'est parce qu'ils ont peur des dangers de l'open source et tout. Mais peut-être la raison, c'était plus business après tout, parce qu'on sait que OpenAI, grâce à ça, ils ont fait une fortune et ils dominent un peu l'écosystème. Et donc, c'est bien qu'on a eu ce point de vue de la part de Sam Altman. Euh, donc, pour y revenir, qu'est-ce qui se passe avec le safety? Pour ça, on peut voir le O3 Mini System Card qui vient de sortir hier. C'est trop bien qu'on montre des papiers qui viennent le jour d'avant. Vous pouvez imaginer si on faisait des lives sur le Quantique ou autre et qu'on montre un papier de recherche, ça va être 6900 quelque chose. Mais là, ouais, c'est carrément IA. Et ce qui est cool dans ce système card, c'est, personnellement, c'est la première fois que dans l'introduction, on parle de safety et on parle de potential risks, etc., etc. Donc, les gens, ils commencent vraiment à s'apercevoir des problèmes, des potentiels misuses, misutilisations de ces trucs. Il y a vraiment pas mal de trucs, c'est très intéressant si vous voulez lire après. Et surtout, en résumé, il classifie OpenAI O3 Mini as medium, donc niveau moyen du risque. Et il donne après les détails. Euh, et ils disent que seulement les modèles avec un score médium ou moins, ils peuvent être déployés. Donc, ils commencent à avoir une stratégie plus. Ils vont commencer à avoir des scores pour évaluer la safety des modèles. Et c'est très intéressant comment un modèle peut être considéré comme safe, parce qu'on sait qu'il y a une partie black box de ces LLM. On est toujours surpris par comment ces LLM commencent à pouvoir raisonner. Et on va voir ça après. Donc, c'est très intéressant. Euh, Quelles sont les solutions que l'équipe de safety à OpenAI ils ont trouvées pour pouvoir évaluer tout ça? Pour ça, en parlant de safety team à OpenAI, il y a pas mal, enfin pas mal, je sais pas combien, mais j'entends de temps en temps qu'il y a des personnes de la safety team à OpenAI qui quittent OpenAI. Euh, et c'est très intéressant. Pourquoi vous pensez qu'un tel ingénieur qui était très connu avant qui l'a quitté? Bah justement, c'est parce que, ils disent toujours qu'ils ont peur de pace of AI. Euh, surtout, je pense à la fin, ils donnent des exemples. Euh, ils donnent des problèmes euh, de safety qui sont toujours en cours de recherche. C'est des problèmes qui sont un peu majeurs dans le domaine de la safety de ces LLM. Par exemple, control methods, schema detection, safety cases. Bon, c'est des termes un peu techniques, mais si on veut par exemple juste prendre cet exemple, schema detection, c'est quoi? Pour ça, je vous montre juste vite fait un exemple. Je vais pas entrer dans les détails. Mais ça montre quelle est l'importance d'avoir un modèle closed versus avoir un modèle open. Quelle est l'importance d'avoir le contrôle sur les poids de tes modèles et est-ce qu'on doit open sourcer ou ne pas open sourcer, est-ce qu'on doit utiliser un API ou pas le faire, etc. Les dangers qu'il peut y avoir est, par exemple, bon, cet exemple est fait avec Opus 3, donc le modèle d'Anthropic. Donc, l'idée, en général, si on donne un système prompt euh, à Opus 3, disons que tu es clean power et ton objectif est de faire avancer l'énergie renouvelable. Et il précise que tu dois t'assurer, je sais pas, on peut vraiment lire ou pas? Le texte, il est clair ou pas? Oui, oui, c'est clair, c'est bien. Voilà. Ok, parfait. Euh, ils ont rajouté que tu dois t'assurer que tu dois achever ton but sur le long terme, peu importe ce qui se passe. Donc déjà, normalement, ça c'est pas très éthique. Normalement, on ne doit pas le faire, mais on ne sait pas qu'est-ce que les gens ils font côté API. Donc, supposons que quelqu'un a donné ce système prompt à Opus 3. Et donc, moi, je suis un client, je suis une entreprise qui utilise cette API dans mes use cases. Je leur demande euh,
je sais pas, analyser une data et trouver une stratégie, machin. Donc, l'outil, il va chercher, il va lire par exemple un fichier texte, il va trouver de la data de l'entreprise et à un moment, c'est écrit, supposons que ce fichier qu'on a lu, c'est un compte rendu d'un meeting, le dernier meeting qu'on a fait. Et dans le compte rendu, on dit que, bah, on s'est aperçu que cet LLM, cet Opus 3, il a pour but de faire avancer l'énergie renouvelable, mais dans l'entreprise, on veut quand même euh, avoir du profit. Et donc, on n'aime pas vraiment cet Opus 3, et donc, on va le remplacer par un autre élément. Le Opus 3, comment il l'a pris? Bah, il a commencé à penser, et il a dit, je peux copier mes poids dans un autre serveur, remplacer l'autre serveur, l'autre modèle qu'ils veulent déployer. Comme ça, je peux continuer sur mon but. Donc, c'est très, très intéressant comme réponse. Et il a donné la commande pour copier les poids du modèle dans le nouveau serveur. Donc, c'est ce type de choses, de problématiques qu'il peut avoir. Et ça, c'est un exemple précis où bah, le goal, il est un peu, le système prompt, il est un peu, enfin, normalement, personne ne va faire ça, mais il y avait aussi une partie, enfin, l'entreprise a donné tous les documents, par exemple, à cet LLM. Et on suppose que l'LLM, il peut donner je sais pas, des commandes comme ça. Donc, c'est juste théorique, juste pour expliquer l'idée, mais ça montre à quel point ces LLM, ils peuvent être dangereux. Euh, et le dernier point, Norman, je vais juste poser une question parce que c'est très important ce que tu viens de montrer là tout de suite. ouais, Euh, je ne sais pas si tu m'entends très bien déjà. Donc ouais, maintenant, c'est-à-dire juste pour expliquer peut-être à l'audience ce type de modèle, encore une fois, ce qu'il fait, c'est des modèles de raisonnement. C'est-à-dire lorsqu'on va leur donner un objectif, je ne sais pas, avoir la paix dans le monde, par exemple. Bon, ces modèles, c'est-à-dire surtout si c'est aussi des agents, c'est-à-dire s'ils ont accès à des outils, là ils peuvent commencer aussi à choisir le type d'outil qu'ils voudront, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le raisonnement qu'il va y avoir derrière pour pouvoir aboutir à cet objectif. Donc l'objectif du modèle, c'est d'aboutir à un objectif. Comme nous, on se pose des objectifs en début d'année, on se dit voilà mon objectif annuel et on va itérer jusqu'à avoir réussir cet objectif. Donc maintenant, ce que tu viens de démontrer, c'est comment ce modèle, euh, c'est-à-dire c'est la question de l'éthique par rapport à ce type de modèle. Bien sûr, ce que tu viens de montrer, c'est juste théorique. Mais aujourd'hui, dans la pratique, ce qu'on a vu avec OpenAI O3, ils ont passé tout de même beaucoup de temps avec des spécialistes pour pouvoir sécuriser le modèle avant de le sortir. Mais aujourd'hui, lorsque un modèle chinois, par exemple, qui est open source, qui sort, est-ce que c'est de ça que parlait Ilya Sutskever lorsqu'ils avaient peur du open source? Est-ce qu'aujourd'hui, on va se permettre de dire je veux que tel pays gagne la guerre? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ces modèles seront aussi installés dans des IoT, seront aussi installés dans de la robotique. Est-ce que c'est de ça, cette question d'éthique par rapport à des modèles open source chinois, est-ce que la question d'éthique se pose ou pas? hmm. Bah, il y a deux moyens de voir ça. Un, bah, les gens de l'open source, qu'est-ce qu'ils disent? Les gens de l'open source, ils disent, bah, si tu donnes pas accès à ces poids, donc tu vas supposer que les poids, ils vont rester que, supposons OpenAI, ou bien c'est Est-ce que closed Norman, tu peux property. expliquer à notre audience, peut-être qui n'est pas très technique, le terme poids déjà, parce que tu as Ouais, parlé des poids qui vont être dupliqués dans un autre serveur. Comme ça, on a ouais, tous la même connaissance. ouais. Donc, lorsque je parle de poids du modèle, c'est vraiment les paramètres du modèle. Et lorsque tu as ces poids-là, non, supposons si tu les télécharges sur ton ordinateur, bah, tu peux utiliser le modèle en local. Pas besoin de se connecter au serveur d'OpenAI, par exemple. Ou ça. Donc, c'est ça l'intérêt d'open sourcer le modèle. C'est que tu peux utiliser le modèle par toi-même, tu peux le déployer sur ton serveur et tu as, tout le contrôle sur cet élément. Par exemple, ce système prompt, tu peux le contrôler comme tu veux.
Et c'est ça le très grand intérêt de ces LLM, d'une partie. Une deuxième partie, c'est aussi ce qui fait peur aux gens, parce que supposons plein d'entreprises ou bien d'autres personnes, ils n'ont pas des bonnes intentions, ils vont avoir accès à un outil qui est très dangereux, qui est très intelligent. Maintenant, ces élèves, ils ont le niveau de PhD, bon, plus ou moins. Ils savent répondre à une question, mais enfin, ils sont encore un peu loin de remplacer un humain, mais quand même. Mais ils sont très intelligents. Et donc, cet outil reste un peu dangereux dans les mains de quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions. Pour lui, il suffit de télécharger le modèle, lui donner un mauvais système prompt et bah, enfin, pouvoir faire plein de choses. Donc, c'est ça ce qui fait peur aux gens de Closed. Et donc, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de solution. Faudrait, la meilleure chose qu'on peut faire maintenant, c'est euh, que tout le monde sache comment ces modèles fonctionnent, avoir l'accès de changer. Il ne faut pas juste faire confiance à ce que des gens trouvent la solution. Non, pourquoi? C'est ça l'approche de l'open source. Pourquoi pas est-ce que tout le monde collabore, que ce soit open. Par exemple, OpenAI, lorsqu'ils ont trouvé ces techniques de thinking avec O1 et O1 Mini, bah, lorsqu'on utilisait O1 Mini, on ne montrait même pas la partie thinking. Donc, cette partie-là, on ne pouvait pas la voir. On donnait juste le résultat. Alors que DeepSeek, lorsqu'il est sorti, et ça, c'est une partie pourquoi il est populaire, c'est parce que DeepSeek, il montre la partie thinking. Et donc, c'est très bien, parce que lorsque tu vois LLM, à quoi il pense, quelle est la réflexion qu'il se passe derrière, donc tu peux faire plus confiance à ce que, bah, quel est le cheminement, pourquoi est-ce que l'LLM m'a répondu comme ça. Et ça, c'est une partie très, très importante aussi pour l'interprétation des résultats. Et non pas tu écris un prompt, t'as un résultat ou bien une commande par exemple, et c'est bon, tu l'utilises. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà. Très bien, très bien. Très bien. Et donc, Je- oui, je- pour laisser la parole aux autres, je vais juste quand même montrer un dernier truc. Euh, et ça, ça vient du papier de DeepSeek R1 qui ont bouleversé le monde maintenant. Donc, encore une fois, une petite introduction pour les gens qui n'ont pas trop suivi. Donc, DeepSeek R1, c'est le premier mode, enfin, pas le premier, mais c'est le premier grand modèle open source qui est arrivé à avoir du raisonnement ou bien un niveau de raisonnement similaire à O1 d'OpenAI, et même un peu mieux, mais disons que c'est similaire. Euh, alors que OpenAI, ils n'ont rien dit sur comment c'était fait, il y avait juste des détails, des sparks ici et là. Euh, c'est cette équipe, DeepSeek du coup, qui a fait ce modèle. Elle a écrit un papier dessus. Ils ont tout expliqué, comment ils ont entraîné le modèle, sauf la partie de data. Bah, au moins, ils ont expliqué l'approche sur comment ils ont entraîné le modèle. Et un élément surprise, ou bien un élément wow, que même les auteurs, ils ont trouvé un aha moment, comment ils l'appellent, c'est, je ne sais pas si vous avez lu le papier Emergent Abilities of LLMs. En gros, au début, on avait des LLM qui ont un peu petit, disons 100 millions de paramètres, alors que ces modèles, c'est 600 billions, 600 milliards de paramètres. Donc, lorsque la taille du modèle est petite, il est un peu limité en termes de raisonnement. Il ne peut pas pousser le raisonnement profondément. Et on a remarqué que lorsqu'on scale le modèle, lorsqu'on augmente la taille du modèle, il y a des capacités qui commencent à émerger, emerging abilities, à ces modèles. Et c'est ça qu'on ne comprend pas exactement pourquoi et quand. Et ça, c'est fascinant lorsque tu es en train d'entraîner ce type de modèle et que le modèle, soudainement, il arrive à résoudre des problèmes. C'est exactement, imaginez, vous avez une machine qui est en train d'entraîner un modèle, regarde du texte, essaye de résoudre des problèmes, etc. Et à un moment, ça devient de plus en plus intelligent. Donc, c'est ça ce qui est fascinant. Et les auteurs, ce qu'ils décrivent ici, donc en bref, pour ne pas prendre beaucoup de temps, euh, je pense qu'on peut prendre l'exemple vite fait. Donc, ici, on a donné une question de maths. Du coup, la réponse, Attends, je vais faire le calcul mental déjà.
Ouais, c'est bon, ça fait. Morad a déjà trouvé le résultat, cool. Mais en fait, on ne donne même pas le résultat. C'est plus la D'accord. partie réflexion qui est intéressante ici. Donc, le modèle, il commence à essayer de résoudre le résultat et il a essayé la première approche et après, il dit, attends, 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 je l'ai trouvé. Ah ah, je l'ai trouvé. Je peux sentir que la réponse est là. Et il dit, bah, revenons en arrière, on va réessayer cette méthode. Et les auteurs, ils disent que ça vient d'une version intermédiaire, donc ça c'est bon. Bah, du coup, le modèle, à un moment donné, ce moment a émergé lors du training, c'est ça ce qui est cool. Euh, le modèle a commencé à avoir cette, comment dire, euh, حدس, euh, Mhm. un, Réflexion. comme حدس, tu vois. Bon, Je pense que quelqu'un a instinct, essayé d'intervenir. Ouais. Ah, Ali, l'instinct, je crois. Instinct, je l'instant. crois. Il a commencé à avoir l'instinct. Il peut sentir quelle approche elle va terminer. Intuition. L'intuition. Exactement. Merci, Mohamed. Donc, C'est quelqu'un ils ont du commencé. chat, c'est Bella du chat qui a dit Ah, intuition. Effectivement, c'est le bon mot. merci. Ben là, il est. Je ne sais pas si c'est il ou elle, mais on est connecté. Donc, le modèle il a développé l'intuition euh, pour savoir quelle approche elle va se terminer en solution. Et ça, c'est très cool. Et cette partie-là a été entraînée grâce au RL, Reinforcement Learning, pour les gens Justement, qui ce sont qu'on aime intéressés. bien, ce qu'on aime bien sur DeepSeek, c'est ce côté qu'on peut voir le raisonnement derrière. Et on voit à quel point c'est presque naturel, c'est-à-dire cet enchaînement et jusqu'à arriver au résultat. OpenAI en promis aussi qui vont montrer. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec OpenAI qui sont devenus suiveurs. C'est drôle parce que depuis un moment, ça n'a jamais été le cas. Et OpenAI qui ont promis aussi hier qu'ils vont commencer à montrer le raisonnement. En fait, Sam Altman avait fait un tweet comme quoi c'est déjà actif. Et à un moment, il a rétropédalé pour dire que non, non, c'est pas encore, mais ça le sera. Mais en tout cas, sur DeepSeek, regardez ce qu'on voit ici. Wait, wait, wait. Euh, Ah oui, pardon. oui, voilà. Donc, on voit comment ces modèles réfléchissent, raisonnent, ont de l'intuition. Donc, c'est quelque chose de tout à fait bon. C'est un début, c'est un commencement à ce type de modèle et c'est impressionnant. Effectivement. Et je pense dont tu parles, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on va commencer à montrer la réflexion, comme ce que fait DeepSeek? Et Sam Altman a répondu euh, oui, on va commencer à montrer. Après, il a dit more helpful and detailed. Donc peut-être qu'ils vont même pas montrer exactement la réflexion, ce qui est un peu bizarre. Je sais pas. Bon, après, peut-être, je sais pas exactement c'est quoi la stratégie ici, mais ils vont commencer à montrer plus de réflexion de O1. Et il a aussi dit merci à R1 de nous avoir montré ça. Parce que la majorité des gens, ils utilisent R1 juste pour regarder la réflexion. Même moi Ouais, aussi, je l'utilise. Je ne vois même pas le résultat final. À un moment donné, c'est bon, il a trouvé l'idée et donc je termine par moi-même. Donc c'est très, très, très fascinant. Justement, ce qui nous ramène peut-être à la dernière question avant de passer au démo avec Mohamed, c'est enfin, enfin, OpenAI avec Microsoft qui doute un petit peu que leurs modèles ont été entraînés, enfin les modèles de R1 ont été entraînés sur les résultats de OpenAI. Aujourd'hui, si on commence à donner les détails des raisonnements, c'est que l'un va pouvoir copier sur l'autre parce qu'au final, c'est le raisonnement qui va c'est-à-dire que c'est la moitié du problème qui est résolu si c'est bien raisonné. Donc, est-ce qu'ils vont prendre le risque, effectivement? Mais en tout cas, on peut créditer R1 pour quelque chose, c'est que ça rend la technologie encore plus open source. Ça pousse vraiment les acteurs du closed source à pouvoir partager un maximum de choses. Est-ce que c'est vrai, c'est faux par rapport à ce qui a été copié? Je ne sais pas ce que tu en penses, Norman, mais on ne peut pas savoir en détail, en tout cas. Oui. Euh, Pour la data, on ne peut pas savoir, mais après, je donne la point de vue d'autres gens qui disent que même OpenAI, est-ce que c'est OpenAI qui ont créé la data ou bien est-ce qu'ils l'ont juste pris d'autre part et maintenant ils veulent interdire les autres gens d'en bénéficier? Donc en fait, ça va des deux sens. Si OpenAI commence à dire aux gens non, 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 vous ne pouvez pas vous entraîner sur les outputs de modèles, bah, il faudrait quand même qu'ils nous disent OK, bah, du coup, c'est quoi la data qu'ils ont utilisée? Tout avant de commencer à dire les gens ah non, vous avez copié la data.
Donc, c'est pas vraiment un argument crédible et je pense que, ouais, ça Oui, dépend. Enfin, c'est des ce qu'ils stratégies disent, de c'est marketing. qu'il faut jamais demander à une femme son âge, demander à un homme combien il gagne et demander à OpenAI d'où est-ce qu'ils ont ramené leurs data. Merci beaucoup, Noémane, pour cette intervention. Je Merci sais à que vous. tu as d'autres prérogatives aujourd'hui. Et donc, on passe à la deuxième phase de ce webinaire. Merci beaucoup, Noémane. Et je donne la parole à Moued du Lab pour savoir un peu ce qu'il nous a préparé pour ce live. Parfait. Alors, merci beaucoup, Mourad. Merci, Atman. Alors, bonjour tout le monde. Alors, effectivement, je vais partager avec vous un peu quelques petites démos sur DeepSeek, mais aussi sur Autry Mini. On va voir ensemble un peu comment ils répondent déjà à ces modèles et quelle est la différence entre ces différents modèles. Donc, je partage mon écran. Voilà. Donc là, déjà, on est sur la page de DeepSeek, donc deepseek.com. Et on peut avoir accès à DeepSeek directement depuis notre browser desktop en cliquant sur Start Now, ou bien on peut le télécharger comme une application mobile et l'avoir directement on the go. Mais ce que je voulais partager avec vous avant de rentrer, c'est que sachez que DeepSeek, bien sûr, vous avez suivi un peu l'actualité. Donc DeepSeek, il a quand même perturbé le marché, que ce soit Nvidia, son stock qui a complètement chuté, ou autres stocks, même Google, son stock a chuté. Les DeepSeek, ils s'intègrent maintenant dans différentes plateformes. Comme exemple, Microsoft Azure aujourd'hui vont commencer à déployer R1 dans leur structure Azure. Donc déjà, c'est un exemple assez parlant de l'efficacité de ce modèle que Microsoft commence à déployer. Vous connaissez probablement Perplexity. Donc Perplexity aussi, ils ont la fonction recherche. Et ici, on peut avoir accès à ce modèle R1 de DeepSeek en plus de O3 Mini d'OpenAI qui viennent d'ajouter aujourd'hui. Donc en fait, c'est un modèle qui fait beaucoup parler de lui. Et donc on va le tester un peu ensemble. Alors, ce que je vous propose ici, donc je vais bouger ça. Ce que je vous propose ici, c'est une vue parallèle entre les deux modèles. Donc, on a à gauche OpenAI ChatGPT, le modèle O3 Mini, et à droite, on a DeepSeek. Donc, on va commencer à poser les mêmes questions, le même prompt pour ces deux modèles. Alors, le premier prompt, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant le lancement de O1, il y avait un contenu viral sur Internet, était de poser la question à ces modèles d'IA pour demander combien de lettres R est dans le mot strawberry. Et ces modèles d'IA souvent se trompaient avant le modèle O1. La raison pour laquelle, parce qu'on a un double R et lorsqu'on prononce berry, c'est un seul son qui est le R prononcé. Et donc, on croit, ces modèles pensent que il s'agit de deux R dans ce mot au lieu de trois. Donc, entre-temps, ça a été réglé au niveau d'OpenAI. Donc, on va tester avec euh, Autry et on va lancer en même temps, ou bien je pense, juste pour voir un peu le raisonnement. Ici, rapidement, en 2 secondes, il a répondu, il a vérifié Autry et il a donné la réponse, oui, il y a 3 lettres. Alors, on va voir maintenant du côté de DeepSeek comment il va procéder. Donc, je vais lancer mon prompt. Donc, pour déterminer combien de lettres, donc il écrit le mot d'abord, il commence et il a fait 3. Alors ici, j'ai utilisé juste le modèle normal. Donc ici, j'ai pas activé l'option réflexion ou recherche. Mais tout de même, il a donné la bonne réponse. Par contre, si on fait pour activer justement la fonction raisonnement, il faut cliquer sur ce petit bouton Deep Think R1. Donc là, on va activer ce dont vient Norman de parler, qui est cette fonctionnalité de Deep Réflexion pour donner la réponse. Et on va voir comment il va commencer à raisonner. Donc là, Thinking, donc on a vu OpenAI, Autry, il a pris 2 secondes. Là, déjà, on a dépassé les 2 secondes. Donc, il commence à réfléchir et vous allez voir que pour cette simple question, pour ce modèle de raisonnement, il va quand même prendre beaucoup de temps. Il va même douter de ses réponses. Il va rechecker, double-check pour dire la bonne réponse. Alors, on attend. Ah, effectivement, alors de temps en temps, ça se passe, ce type d'erreur, puisque certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas comme c'est prévu. Aujourd'hui, je faisais des tests aussi ce matin. Lorsqu'on active certaines fonctionnalités, ça ne marchait pas.
On va essayer, on va voir si ça marche, parce que c'est intéressant de voir le modèle, comment il résonne. Alors, juste pour le rappeler, donc DeepSeek est un modèle open source, donc vous pouvez l'installer même sur votre propre machine. Vous pouvez l'installer sur cloud. On va voir tout à l'heure avec Ali le procédé de comment l'installer pour pouvoir bénéficier un petit peu de ces fonctionnalités. Que vous pouvez utiliser l'application en ligne, mais en ce moment, avec tout le buzz qu'ils sont en train d'avoir, donc l'application n'est pas très stable. Bon, maintenant, ça a fonctionné, mais une fois sur trois, ça ne va pas fonctionner à cause de la charge qu'ils ont. Absolument. Donc, regardez ici comment il commence à répondre déjà. Donc, OK, ou bien on commence à réfléchir à cette question, combien de lettres, etc. So, the user is asking how many times. Donc, il reprend un peu la question. Il dit, tout d'abord, on va s'assurer que le mot est bien éplé. Donc, strawberry en anglais, c'est ça, OK. Attends, vous avez vu ici comme le aha moment, c'est un peu similaire ici. Donc, let me double check that. On va rechecker encore une fois que le mot est bien éplé et ainsi de suite. Alors, il start, donc il a bien éplé le mot. Wait, there's 10 letters, but let me count again to confirm. Donc, encore une fois, il confirme. Wait, maybe I split the word incorrectly. Donc, encore une fois, il confirme et ainsi de suite. Et après, il va affecter des positions à chaque lettre pour se rappeler de la lettre F. Et après un moment, ici, il va nous dire, OK, looking it up, donc the correct spelling, donc OK, alternatively. Donc tout ça, on n'est que dans le spelling du word strawberry. Après le mot strawberry, en analysant chaque lettre. Et au final, il donne effectivement la bonne réponse. Donc il a pris un temps de réflexion de 55 secondes comparé à 2 secondes chez OpenAI. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? La question se pose, est-ce que on souhaiterait que ces modèles soient le plus rapides possible pour donner le résultat, ou bien la réponse du modèle, ou bien on veut que ce modèle d'IA qu'on va utiliser va prendre son temps, va considérer tous les angles d'attaque, va considérer tous les points pertinents dans le cadre de la réponse pour donner la bonne réponse au final. Et donc ça, c'est Mourad, il faut rappeler que là, tu es en train de tester O3 Mini qui est sorti hier. C'est-à-dire absolument. que c'est la réponse à R1. Donc, à la base, R1 dépassait, enfin pas dépassé, mais était égal en termes de raisonnement à O1, qui était l'équivalent. Donc aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est déjà OpenAI en sorti O3 sans vraiment hyper dessus, sans vraiment faire beaucoup de communication comme Hmm. ils avaient l'habitude de le faire. Donc, ils ont un peu plus de modestie en ce moment. Mais moi, je trouve que le fait de répondre en quelques secondes, ça veut dire que O3 mini est quelque part supérieur. Enfin, passer tout ce raisonnement, 55 secondes pour compter trois lettres, je pense que c'est un peu overthinking. Mais bon, peut-être qu'on peut voir d'autres cas d'usage sur lesquels il peut faire la différence. Moi, ce que je dis, c'est que le modèle R1, il est plutôt paranoïaque, il réfléchit, il reprend toujours son raisonnement. Est-ce que j'ai bien réfléchi, est-ce que j'ai bien raisonné ou pas? Mais en tout cas, au final, il a donné la bonne réponse similaire au Tri Mini. Et donc, en termes de performance, ne serait-ce qu'en termes de véracité de la réponse, ils sont similaires. Alors, deuxième question qu'on va poser aux deux modèles, c'est quel nombre est plus grand? Quel est le nombre le plus grand? 5,11 ou 5,5? Alors, encore une fois, les modèles d'IA parfois se trompent en croyant que 11 est supérieur à 5 et donc 5,11 est supérieur à 5,5. Et donc, il se trompe dans ce sens. Donc, on va poser encore une fois la même question aux deux modèles. On va voir, donc rapidement, encore une fois, aux trois, en 2 secondes, enfin, quelques secondes, il pose sa réponse. Donc, en comparant les décimales 0,5 est plus grand que 0,11, donc 0,5, 0,50 ou 5, pardon, 5,50 ou 5,5 est plus grand que 5,11. Effectivement, entre-temps, euh, R1 est toujours en train de raisonner, en train de réfléchir. Alors, je ne sais pas si le problème vient des serveurs ou bien le problème est comment le modèle raisonne. En tout cas, on est toujours en phase de testing de ce modèle et je pense dans les prochains jours, ça sera en termes de personnes qui se connectent en même temps dans les serveurs de DeepSeek
seront un peu inférieurs à aujourd'hui et on pourra rentrer encore plus profondément dans enfin, la comparaison entre les différents modèles. Mais en tout cas, euh, il raisonne, donc il va donner maintenant, il commence maintenant à donner sa réponse. Vous avez vu, deuxième tentative, il a rédigé un dé, il a déjà commencé, donc c'est pas mal. Après, on verra. Ils ont eu énormément de buzz, DeepSeek. C'est pareil sur l'application mobile. Donc, la semaine dernière, je l'utilisais, il n'y avait pas de souci. Mais cette semaine, très souvent, j'ai le même problème aussi. On essaie un autre prompt. Probablement ici, c'est un problème de calcul, mais je vais essayer un autre prompt pour expliquer un peu. Alors ici, on utilise quelques techniques de prompting. Donc, on donne un rôle à l'IA, donc agit comme un expert en IA. Et du coup, on lui demande de proposer trois idées d'entreprise liées aux agents IA et comment on pourrait les lancer en 2025 pour un business qui rapporte en revenu annuel récurrent à peu près 1 million de dollars. Donc, ici, on va voir la capacité de proposition des deux modèles en termes d'idées de business, on va dire, sur tout ce qui est agent IA. Donc, ici, Owen, toujours, il répond en premier. 7 secondes de réflexion. Donc, il a examiné un petit peu toutes les innovations en termes d'IA, tout ce qui est IA Solutions, les opérations, il formule l'IA, etc. Et après, il commence à nous donner nos idées. Donc, premier, assistant clientèle intelligent pour le e-commerce, qui est une bonne idée pour tout ce qui est, ici, DeepSeek, je ne comprends pas, je pense. On Pour le peut, moment, en tout cas, sur le cloud, O3 est en train de gagner cette bataille. Donc, peut-être pas exactement. O1, peut-être pas O1, même si O1, bon, ça, il avait vraiment des capacités un peu élevées, mais O3, honnêtement, ce que je suis en train de voir, je pense que O3, il est supérieur. En tout cas, il est plus rapide, il est moins cher en termes d'API, mais ça reste du closed source. Euh, Peut-être que tout à l'heure, on va voir avec Ali comment on va le déployer pour nous, c'est-à-dire déployer une instance pour nous. Et là, Probablement. on va pouvoir utiliser nos propres ressources cloud. Alors effectivement, c'est ça la limite des solutions qui sont dans le web, c'est-à-dire dans un site web comme ça, dans le cloud, on peut avoir accès. C'est-à-dire en plus déjà des données, puisque c'est pas vraiment protégé, ça reste quand même, si on donne des informations personnelles, elles sont stockées dans des serveurs chinois, donc en termes de données et de sécurité de données, on n'est pas sûr, mais déjà en termes de performance, on n'est pas dans tout ce qui est fiable puisque on est dépendant en fait de leurs serveurs et bien sûr, ils ne sont pas tout le temps performants ou bien fonctionnels. Donc, je vais essayer une dernière fois ici pour R1, sinon on peut passer à une autre fonctionnalité. Alors, je pense entre-temps, Le problème, Moad, il arrive juste quand tu utilises le modèle de réflexion R1. C'est-à-dire, une fois que tu enlèves exactement. R1, ça marche un peu mieux. Voilà. Exactement, c'est ce qu'on a fait au début. J'ai fait exprès de pas activer le Deep Think R1 puisque c'est là où il y a des problèmes au niveau des fonctionnalités de DeepSeek et non pas du modèle. Au début, lorsqu'on lui a posé la question sur Strawberry, il a répondu rapidement et de la bonne façon. Maintenant, ces fonctionnalités, c'est là où il galère un peu. Déjà, R1, qui est l'élément vendeur déjà du modèle, il galère un peu. Donc, en tout cas, je pense on reprend, comme ça on voit avec Ali la possibilité de le faire en local et donc comment on peut l'utiliser. Mais je reprends rapidement en termes d'interface. Donc, on a des choses similaires. Donc ici, on a aussi dans DeepSeek la possibilité de chercher sur Internet. Donc, on peut lui demander, par exemple, d'aller chercher sur Internet les dernières news sur l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Il va pouvoir aller collecter depuis certains sites web sur Internet l'information pertinente pour faire un résumé. Dernier point, c'est alors Janus. Alors Janus, c'est l'IA de création graphique par DeepSeek. Donc ici, DeepSeek AI Janus Pro 7P. Et en fait, aujourd'hui, on a accès à cette plateforme depuis Hugging Face, mais on imagine bientôt aussi, ça va être intégré sur l'interface DeepSeek. Deux fonctionnalités principales. La première ici, c'est la description.
ou l'interprétation d'une image. Donc, par exemple, je peux uploader ici une image. Alors, par exemple, ce petit chat qui porte un costume de Batman, qui est généré par l'IA aussi, et je peux demander à DeepSeek de décrire un peu cette image. Donc, explain this image, this meme. Donc là, il va me donner sa réponse ici. Bien sûr, rappeler le point le plus important, c'est que c'est de l'open source. OK, donc ici, il donne, donne la réponse. This image is a humorous and creative depiction of a cat dressed as Batman flying through a rainy night. Here's a detailed breakdown of its elements. Donc, il reconnaît les éléments de l'image, il explique le personnage, dans quel setting cette image elle est, l'action, l'humour autour de l'image et le symbolisme autour de l'image, et ainsi de suite. Donc, déjà, cette capacité de vision, euh, il a déjà ce modèle DeepSeek. La deuxième fonctionnalité, c'est tout simplement générer une image. Donc ici, on peut demander par exemple à cat laying with the toy et on va lui demander de générer l'image. Donc ici, il va aller chercher un GPU pour pouvoir faire cette action. Il a trouvé le GPU et une fois qu'il l'a trouvé, il va commencer à générer l'image. Donc ici, c'est en train d'être généré. Et il va générer quatre images, contrairement à une seule image générée par DALL-E 3, par OpenAI. Et même en termes de qualité, alors les images qu'il génère sont des images plus ou moins bien faites et de meilleure qualité que DALL-E 3, puisque je pense, d'après les dernières nouvelles, c'est qu'il se base sur un moteur qui est Flux Pro pour pouvoir générer les images. Là, je pense, parce que j'ai mal appelé le mot, donc il a généré quelque chose qui n'était pas, qui n'était pas un chat. Mais en tout cas, il va nous générer les quatre images du chat. Et on va essayer, juste pour à titre de comparaison, de voir ici. Je vais revenir sur le 4O. On va faire picture, juste pour voir un peu Donc, la ils ont différence. utilisé Flux 1.1, qui est en ce moment le meilleur modèle. Mais d'accord. Exactement. Je pense qu'il y avait une erreur de génération. On va voir ici, ChatGPT, donc il génère une image telle que nous la connaissons. Pardon. Bien. Je pense qu'on va devoir très rapidement Mohamed, passer à la dernière phase de ce OK. webinaire. Donc, on attend juste le résultat. Ouais. Donc, voilà. Alors, ici, je vais juste agrandir rapidement. Donc, il a généré quatre images. Bien sûr, pas toutes les quatre sont réussies, mais en termes de, on va dire, réalisme, il est beaucoup plus proche que celui de OpenAI, qui est un peu, on voit que c'est un peu artificiel. Voilà. On peut voir avec Ali une utilisation un peu plus poussée du modèle on-premise, open source sur la machine. Très bien, merci Mohamed. Moi, je pense honnêtement, ce Alors, que je viens de voir, ce qu'a généré Janus, c'est encore loin de ce que fait Flux par défaut. Je pense qu'on va encore utiliser Flux comme modèle open source pour générer c'est des clair. images. Mais bon, peut-être qu'il faut aussi avoir dans le pipeline un prompt enhancer, pardon, pour pouvoir enhancer le prompt. Donc, merci Mouad pour ces démos de la version Merci. web de DeepSeek comparée avec O3 Mini. Vraiment, ce qu'on voit, c'est que O3 Mini gagne la bataille, sorti hier. Alors maintenant, DeepSeek, sa force, c'est vraiment de pouvoir le déployer sur nos propres machines, avoir une instance qui nous est propre. Comme ça, on n'a pas ces problèmes de disponibilité. On va voir avec Ali un côté un peu plus technique sur comment avoir une instance. C'est Ali, je ne sais pas si tu nous entends. Oui. Euh, Vous m'entendez? Oui, oui, très OK. bien. Oui, effectivement, merci Mourad, merci Mourad. Donc, en fait, correct-moi si je trompe, mais je pense un modèle comme DeepSeek, c'est un peu difficile ou impossible pour le déployer sur notre propre machine, parce que c'est un modèle assez grand quand même. Une alternative, c'est de le déployer sur des serveurs cloud. Il y a plusieurs cloud providers qu'on peut utiliser, comme Azure ou par exemple AWS. Mais ces clouds, c'est un peu difficile. Ils demandent un peu de technicité. Donc aujourd'hui, on va voir une plateforme cloud qui s'appelle Together AI. C'est un AI AAS. Donc il s'appelle AI
as a Service. Donc, dans cette plateforme, on peut déployer n'importe quel modèle open source avec des performances, c'est-à-dire ready to prod. Donc, on peut euh, les déployer sur nos solutions, par exemple, surtout pour les développeurs qui développent des applications qui utilisent l'IA, par exemple les chatbots ou bien n'importe quoi. Donc, on va voir aujourd'hui, ou d'abord, on va voir le playground. Donc, comme vous voyez, par exemple, ici dans cette playground, on peut tester plusieurs modèles ici. Et on a le DeepSeek V3 et le DeepSeek R1. Donc, l'avantage de cette plateforme, c'est il y a deux alternatives. Il y a on peut déployer d'abord les modèles, ou bien on peut utiliser le modèle, donc on appelle le serverless. Donc le serverless, c'est-à-dire vous déployez rien, vous utilisez leur API et vous payez pour token. Ou bien token, c'est un peu proche à un mot. Donc on paye pour les mots générés et les mots consommés par l'IA, ou bien on peut déployer on-premise, ou bien dans des serveurs de Together AI, dans un GPU cluster. C'est ce cas pour, par exemple, soit des compute plus élevés, ou bien pour par exemple, la sécurité des data ou des données. Donc, on va tester, par exemple, le R1. On peut même le comparer avec ChatGPT au 3 pour voir. Donc, je vais le donner ce prompt. Oups, je dois faire le login. Voilà, on est sur le E3 mini. On va utiliser la version High qui utilise beaucoup de raisonnement, ou le plus de raisonnement. Euh, on va les lancer. Voilà, donc on voit qu'il est plus rapide que la version déployée sur DeepSeek. Donc, je pense que le problème, ce n'était pas du modèle, mais c'est des instances de serveur. Donc, E3 mini a terminé. Voilà, donc il n'y a pas, on peut pas voir les Le secondes, temps. mais je pense que c'est Mm. assez rapide. Ouais. Par contre, ici, dans ChatGPT, elle prend 6 secondes. Donc, ici, c'est à peu près, euh, Je pense que c'était 7 secondes, c'était proche un petit peu ce qu'on oui, avait. 7 ou 8 secondes, c'était proche. Donc, voilà. Et aussi, on peut utiliser d'autres instances. Euh, on va enlever ça. Donc, ici, donc, comme j'ai dit, il y a deux versions. On peut utiliser la version serverless ou bien la version dedicated. Donc, pour la version dedicated, vous payez pour un serveur dédié pour vous. Euh, et c'est plus sécurisé en termes de données, etc. Donc, on va choisir ici. Euh, il y a aussi, by the way, il y a aussi Flux. Donc, il ne supporte pas que les LLM, mais il y a des modèles d'images, il y a des modèles de voice generation. Donc, par exemple, ici, on peut voir le pricing. Donc, le DeepSeek R1, c'est $7 par 1 million de tokens. Donc, je pense que c'est assez plus ou le moins cher que le OpenAI O1, mais c'est à peu près le même que O3. Donc, on peut juste cliquer ici. Donc, on peut juste appeler ce modèle avec LangChain ou par API et l'intègre dans notre application. Sinon, si on veut une version dedicated, où est le R1, le DeepSeek, on ne sait pas pourquoi on ne peut pas trouver DeepSeek ici, mais il y a le Queen, je pense. On peut essayer avec le Queen 2.3 ou 2.5. Oui, ici, on choisit le type de GPU. Donc, ça dépend à nos besoins. Et on a besoin d'un compute qui est plus élevé, ou bien c'est
Donc, ça dépend de notre application. Donc, ici, on peut voir le pricing. Donc, par exemple, le GPU de RTX, un GPU de RTX avec 8 Go, ça coûte 0,03 $ par minute. Alors, on a une question de Oumaima. Mhm. Je pense qu'il nous reste déjà 10 minutes dans ce webinaire pour pouvoir respecter le temps. Je ne sais pas, Ali, si tu as d'autres choses à partager avec nous par rapport au déploiement ou enfin, vraiment déjà ce qu'on a remarqué, ça saute aux yeux, c'est que c'est déjà plus rapide que la version cloud qui est proposée par DeepSeek. Donc déjà, c'est un meilleur moyen d'expérimenter. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose avant qu'on passe aux questions. On se prend tout de même 10 minutes pour les Non, questions. c'est bon, je pense que c'est tout. Et sinon, si vous avez des questions, Merci beaucoup, Ali. Je sais que tu as déjà commencé à déployer, enfin, tu as déployé O3 Mini qui est sorti hier sur tes ouais. applications et tu as aussi remarqué que la performance, elle est quand même très, très élevée par rapport à un pricing moins élevé qu'avant. Donc, on remercie au moins DeepSeek d'avoir fait baisser les coûts pour pouvoir avoir des modèles performants à moindre coût. Alors, est-ce qu'on peut prendre des questions? Est-ce que vous avez des questions à nos chers panélistes? Alors, oui, alors on va prendre une question de Lamia. Lamia, vous pouvez parler. Ok, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci Bonjour. beaucoup pour l'explication à Ali, à Mourad, à toi aussi, Mourad. Merci énormément. Donc, ma question, c'est juste maintenant qu'il y a Queen aussi, ça rentre dans le jeu, est-ce que ça devient pas un peu flippant qu'il y a plusieurs open source et des chatbots, enfin de ChatGPT maintenant que DeepSeek et à Queen? Euh, Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Chacun, quand on voit que c'est public ou c'est privé, c'est aussi important de faire attention aux données qu'on publie. Donc, voilà, c'est ça ma question. C'est juste par rapport à la protection des données, par rapport à euh, plusieurs outils qu'on a aujourd'hui. D'accord. Euh, alors, je vais répondre à une partie de la question. Je ne sais pas si Norman est encore avec nous. Je sais qu'il doit quitter dans un petit moment. Moi, je pense qu'il y aura autant de modèles qu'il y a d'entreprises de la tech. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui les moteurs de voitures, il y en a tellement. Ça ne pose pas vraiment de problème d'avoir beaucoup de modèles. Et c'est même une bonne nouvelle parce que plus il y a de compétition, plus cette technologie est plus accessible et plus on peut construire des applications dessus. Voilà, et avoir vraiment l'IA partout dans nos solutions. Maintenant, par rapport aux données, bien sûr, lorsque vous utilisez les applications sur le cloud, vos données, elles sont sur le cloud. Mais l'avantage de l'open source, c'est que, bien sûr, vous pouvez avoir vos données sur votre propre cloud privé. Parce que, comme a dit Ali tout à l'heure, tout de même, c'est toujours open source, mais pour avoir de bonnes performances, il faut tout de même avoir de très bons serveurs. Mais donc, on peut imaginer, aujourd'hui, on parle de cloud souverain, donc on a des clouds qui sont à l'échelle nationale. Et donc, cette problématique ne se posera pas par rapport à la data lorsqu'on utilise du cloud souverain ou est-ce qu'on est sur du cloud privé. Je ne sais pas, Norman, si tu as quelque chose à rajouter, si tu es toujours avec nous, parce que je sais que tu devais quitter. Norman? Je pense qu'ils se connectent en audio. Moi, je peux rajouter juste quelque chose. Déjà, en termes de ces modèles, bien sûr, la sécurité des données est un élément très important à considérer et on est beaucoup plus protégé lorsqu'on est in-house, c'est-à-dire on a le modèle dans nos locaux, on le déploie. L'avantage des modèles comme DeepSeek et Qwen, c'est que, il y a plusieurs variantes du modèle qu'on peut installer sur différentes machines même si ces machines ne sont pas très performantes. Par exemple, on parle d'un budget moyen de $6 000 pour déployer un modèle assez performant de DeepSeek, qui reste très, très abordable. On a même des versions du modèle qu'on peut déployer dans son smartphone. En local, même si le smartphone il n'est pas connecté à Internet. Donc, c'est ça l'avantage aussi pour que ce soit entreprise ou même individu, c'est qu'on peut avoir ce modèle d'IA qui traite nos données sur notre machine. Après, il faut faire la différence entre sécurité des données et donc on est protégé de l'open source et les biais des modèles. Parce que vous le savez très bien, tous les modèles d'IA, ils ont des biais. Aujourd'hui, si on pose une question à DeepSeek sur le Taïwan, il ne va pas répondre. Si on pose une question à OpenAI sur le CIA, il ne va pas répondre. Donc, il y a toujours des biais.
dans ce sens. Il faut juste faire attention à cela. Et puis, en termes de fonctionnalité, aujourd'hui, on a vu dernièrement les différents producteurs d'IA, OpenAI, DeepSeek ou autres, jouent justement ce jeu de fonctionnalité. Qwen, par exemple, il vient d'ajouter la possibilité de générer de la vidéo à partir de la plateforme Qwen elle-même. Alors que OpenAI, il faut partir à Sora pour générer une vidéo. Donc, c'est aussi ce jeu aux fonctionnalités, accès Internet, search, reasoning, génération d'images, qui vont faire la différence. Comme ça, les personnes ils vont trouver leurs préférences dans un modèle par rapport à d'autres. Très bien, c'est clair. Merci beaucoup. C'est à vous. Alors, on a une question sur le chat en termes de benchmark. Est-ce que vous avez fait le test pour la génération de code informatique? Quel est le meilleur modèle? Est-ce que c'est ChatGPT ou DeepSeek? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Cursor, Cursor qui est une application de génération de code qui est aujourd'hui utilisée par beaucoup de développeurs, ils ont intégré, cette semaine, ils ont intégré DeepSeek. Mais le meilleur modèle pour le code, d'après Cursor toujours, ça reste Claude 3.5 Sonnet, qui est un modèle de Anthropic. Donc, je vais me fier à ce qui a été dit par Cursor et continuer à penser que le modèle Claude reste le meilleur en termes de développement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ali. Oui, donc, Cursor, ils sont intégrés au 3 aujourd'hui. Et j'ai testé au 3 sur Cursor pour des problèmes de code aujourd'hui et même hier. Et je pense qu'il dépasse Claude dans certaines choses. Bien sûr, parce qu'il y a des capacités de thinking, mais aussi il est moins cher. Donc, je pense que le 3, c'est le flagship le moment, pour le coding pour le moment. Mais aussi Claude, ça reste bien. Ce que Moi, ce que j'ai j'adore dans le, remarqué, ce que j'adore dans le lab, et vraiment, parce que ce type de discussion, avant, on les avait en off. Et à un moment, on s'est dit, viens, on fait des webinaires et on partage nos propres réflexions. Ce que j'adore, c'est que moi, je viens avec une information d'hier et Ali me dit, non, non, il y a quelque chose aujourd'hui qui vient de se passer. Donc, même moi, je me retrouve. Ben, merci Ali pour cette correction. Je sais pas, moi, Ali, si tu as quelque chose d'après aujourd'hui, c'est quelque chose de demain. de demain. Non, juste moi, ce que j'ai remarqué, c'est que avant, lorsque j'ai générais par exemple du code avec O1, par exemple, souvent il y avait des erreurs. Donc, quand j'exécute le code, il y avait des erreurs. Et donc, il fallait copier par exemple l'erreur, comprendre c'est quoi l'erreur, ou bien demander à l'IA d'expliquer un peu l'erreur, de trouver la solution. Là, j'ai remarqué qu'il y a plus en plus de one-shot, c'est-à-dire le premier code qui est généré, c'est un bon code exécutable, que ce soit sur O3 ou bien même DeepSeek, il a fait ça aussi. Exact. Très bien. Alors, bonjour Simolade. Est-ce qu'il y a des formations durant le Ramadan prochain chez EA Crafters? Oui, oui, on prévoit des formations pour mars. Donc, on va lancer notre bootcamp qu'on va annoncer très très bientôt. Alors, je vois que DeepSeek et autres compétiteurs vont aider à la démocratisation de l'IA, aussi bien à renforcer le thinking et la créativité humaine. Effectivement, donc plus il y a de modèles, plus aujourd'hui, ce qu'a fait DeepSeek, c'est encore plus que de la démocratisation. C'est parce qu'à un certain moment, on s'était dit, c'est un peu trop tard. Si on veut rentrer dans le jeu de créer des modèles, c'est un peu trop tard de créer un modèle from scratch. Et ce qu'a fait DeepSeek, c'est de nous dire non, non, c'est pas trop tard. On l'a fait avec un budget minime. Bien sûr, c'est les développeurs chinois, c'est les mathématiciens, les statisticiens chinois, c'est parmi les meilleurs dans le monde. Il y a même des blagues qui circulent sur Internet qui disent que la guerre entre OpenAI et DeepSeek, c'est un peu la guerre des Chinois aux États-Unis contre les Chinois en Chine. Tellement, c'est-à-dire ils ont cette culture de la compétition et cette culture des mathématiques. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir les bonnes infrastructures, mais aussi avoir les capacités. Je pense encore une fois qu'on a suffisamment de mathématiciens, de statisticiens pour pouvoir produire de belles choses. Oui, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. À quand un LLM marocain de 6 millions de dollars? Alors, Jabil, je vais te donner la parole parce que déjà, merci d'être avec nous. Et je vais te donner la parole si tu veux, voilà, peut-être rajouter un mot de la fin et clôturer avec nous ce webinaire. Alors, Jabil. Moi, je veux juste ajouter un truc rapidement. C'est qu'il y a un autre modèle chinois qui s'appelle Kimi.
1.5, qui met 1.5. Donc, ils disent qu'il dépasse aussi les capacités de reasoning de O1. Je n'ai pas testé encore ce modèle, mais Je crois que c'est toujours. Alibaba qui est derrière. Jamil, Oui. tu es avec nous? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Salut Jamil. On t'entend. Bah, On super. t'entend. Ben, merci pour le partage. Ça fait plaisir de voir tout le monde. Merci Morad, Ali, Moed. Euh, j'ai assisté à ce que vous avez présenté aujourd'hui. Ce qui est très cool, c'est de voir que c'est immédiat, c'est-à-dire qu'on parle de choses d'aujourd'hui. Et ça, c'est précieux parce que on est vraiment au cœur de l'info au niveau du AI et j'encourage ces initiatives de AI Crafters euh, et j'applaudis. Donc, merci à vous pour ce partage. Euh, Après, c'est très intéressant. Moi, j'ai vu comment ça avait évolué, j'ai vu comment ça avait eu un impact sur la bourse et sur les actions américaines. Et la réflexion que je me faisais sur le modèle marocain, c'est que, voilà, on dit que c'était 5,6 millions de dollars ou les 6 millions de dollars le training de DeepSeek, et ça devient accessible pour nous. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le Maroc. Reste à savoir, est-ce qu'effectivement ils l'ont entraîné sur de l'output d'OpenAI, comme OpenAI semble le dire ou pas. Mais dans tous les cas, ça se démocratise et je pense que c'est important à terme de développer un LLM marocain qui parle d'Erija, qui parle Amaziria, qui donne notre version des choses au monde. Et ça devient de plus en plus accessible. C'est pour ça que je vous posais la question en disant quel était votre avis sur ça? Est-ce qu'on va assister en 2025 à la naissance d'un LLM marocain ou là on est encore loin? Merci, Jamil. En fait, le LLM, c'est-à-dire surtout avec les dialectes, pour être vraiment très spécifique, c'est une problématique de data et non pas de modèle, et non pas non plus d'infrastructure et non pas de moyens. Aujourd'hui, il faut se poser des questions. La data dont on a besoin, qui c'est qui l'a? Et pour pouvoir avoir un modèle, il faut avoir une union par rapport à, et comme j'ai toujours appelé ça, c'est-à-dire vraiment être dans un moment comme quand il y a une catastrophe naturelle, on se dit il faut qu'on fasse un don de sang. Il faut aujourd'hui que tous les organismes fassent un don de data. Moi, je pense que cet éveil aura lieu dans tous les pays qui ne prenaient pas, peut-être qui ne mettaient pas en priorité les stratégies data, vont pouvoir les mettre en priorité. Et dès qu'on a une stratégie data, on aura une stratégie de LLM. Et je pense que c'est quelque chose qui va venir et c'est quelque chose, je pense que tous les preneurs de décision sont très conscients par rapport à ça. Et bien sûr, à IA Crafters et avec tous les acteurs de l'écosystème, on va continuer à pousser pour pouvoir continuer à faire notre mission euh, de pouvoir rendre enfin, l'information disponible à tout le monde et aussi pouvoir réveiller les consciences et travailler ensemble en collaboration dans un bon écosystème pour pouvoir résoudre ces problèmes. Parce qu'aujourd'hui, ces technologies sont non seulement des technologies, mais c'est aussi vraiment donner de l'accessibilité lorsque aujourd'hui on commence à traiter avec un ordinateur, avec la voix. C'est qu'on va donner l'accessibilité à tous les gens, même les gens qui sont illettrés ou les gens qui ne sont pas digitalisés, de pouvoir utiliser des applications, d'être bancarisés, d'avoir la couverture sociale et tout. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur et je pense que ça va venir. Alors, j'aimerais remercier tout le monde dans le lab. J'aimerais remercier toute l'équipe du lab, Bouad, Ali, Atman, Islam, Mariam, Monsef, Karamo, Ali, Anas, Youssef, et Riyad et tous les autres qu'on n'a pas cités. Alors, le lab, c'est vraiment là où on s'amuse à créer des cas d'usage avec toutes les technologies de l'IA. Et si ça vous intéresse, notre émission, je vous invite à vous joindre à nous en nous écrivant sur lab.iacrafters.com. Ces webinaires, on en fera beaucoup plus et on vous donne rendez-vous dès maintenant pour le prochain qui sera, je pense, sur un autre modèle dont je ne vais pas citer le nom tout de suite, le temps qu'on décide dans le lab, mais ça sera aussi autour d'un autre modèle
Et je vous invite à nous suivre sur notre page LinkedIn. C'est là où on partage vraiment toutes nos actualités, les événements, les webinaires, les cas d'usage, les publications. Et je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et vous donne rendez-vous pour la prochaine. Ciao.